On va s'intéresser pour cette conférence inaugurale de Milipol 2021. On va s'intéresser au continuum de sécurité, sécurité intérieure, sécurité extérieure, ou comment construire notre sécurité intérieure, la sécurité intérieure au temps de la paix, pendant les crises. Et bien évidemment, on parlera tout à l'heure dans la troisième table ronde du rôle essentiel que peut jouer l'Europe. Je vais demander à nos trois premiers intervenants de bien vouloir me rejoindre. Sophie Hatt, qui va nous accompagner durant cette première table ronde, qui est directrice de la coopération internationale de sécurité au sein du ministère de l'Intérieur français. Je vais demander à Madame Almudena Tudanca de Francisco, qui est sous-directrice de la coopération internationale au sein du secrétariat d'État espagnol à la sécurité. Et puis, troisième intervenant de cette table ronde, c'est Joseph Doumbia, qui est contrôleur général et directeur de la police judiciaire malienne, et qui nous fait le plaisir, tout comme toutes les deux, de nous rejoindre et de participer à cette première table ronde consacrée au temps de la paix. Alors, la première question, elle s'adresse à tous les trois. Qu'est-ce que représente l'extérieur pour un acteur de la sécurité intérieure? Sophie. Merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter à cette table ronde et de me permettre de m'exprimer avec mes collègues sur ces thématiques. Que représente l'extérieur pour un service de sécurité intérieure? Je serais très présomptueuse en parlant pas uniquement en tant que directrice de la coopération internationale, mais en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, car le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la sécurité, et ne peut remplir sa mission en distinguant ce qui est extérieur à nos frontières de ce qui est à l'intérieur de nos frontières. Car les menaces sont, et notre ami chercheur l'a bien expliqué, les menaces n'ont pas de frontières, les hommes n'ont pas de frontières, les marchandises, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières, et les menaces qui pèsent sur nos ressortissants sur le territoire national viennent de l'extérieur, mais nos ressortissants sont victimes ou auteurs d'infractions à l'extérieur de nos frontières, et les moyens pour les commettre viennent souvent également de l'extérieur. Donc, un acteur de la sécurité intérieure, en fait, il est acteur de la sécurité de manière universelle, et c'est la raison pour laquelle cette coopération est indispensable. Nous, au sein de la direction de la coopération internationale de sécurité, nous la mettons en œuvre au quotidien avec nos partenaires, espagnol, bien évidemment, parce que c'est un État membre essentiel au sein de l'Union européenne, mais également, par exemple, avec le Mali, qui est un de nos partenaires essentiels sur le continent africain. Joseph Doumbia, sur cette question, qu'est-ce que ça représente justement la sécurité extérieure pour la sécurité intérieure? L'expérience malienne. Oui, je vous remercie pour la parole. Et je remercie aussi les autres partenaires pour leur contribution par rapport à cette table ronde. Et je remercie les autorités françaises pour avoir invité le Mali à participer à cette conférence inaugurale sur le temps de la paix. Et ceci étant dit, et vous le savez autant comme moi, la gestion du crime transnational organisé a fortement impacté sur la compréhension même de la compréhension conventionnelle et la compréhension traditionnelle de la sécurité intérieure. Donc, et ceci étant dit, l'extérieur est un acteur indissociable de la sécurité intérieure. Nous sommes obligés de travailler en commun, d'avoir une synergie d'action ensemble pour lutter contre les formes de criminalité transnationale organisée. Et les forces de sécurité dans un État, aujourd'hui, quel que soit leur professionnalisme, quelle que soit leur compétence et même quel que soit leur engagement, ne peut en vase clos lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée.
Donc le besoin de la coopération s'impose pour traquer les délinquants. Le besoin du soutien aux enquêtes s'impose pour faire évoluer les enquêtes. Aussi, il y a d'autres besoins et le dialogue revêtant un intérêt pratique entre les États peut aussi être retenu comme des actions concrètes en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Comment est-ce que concrètement, justement, ça se manifeste Comment est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Au Mali, on fait justement pour ce continuum de sécurité. Quelles sont les actions, par exemple, de coopération qui sont menées? Justement, j'allais en revenir au cours du débat. Mais les actions concrètes, c'est qu'en 2019, il y a l'ambassade de France qui a fortement appuyé le Mali pour réfléchir par rapport à la problématique de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Et là, nous avons été appuyés par les partenaires français pour constituer notre dossier qui a été présenté au POC et nous avons adhéré au projet opérationnel commun de l'Union européenne, ce qui nous a amené à créer une brigade qu'on appelle la brigade de répression du trafic des migrants et de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, cette brigade est en train d'engager des résultats probants. En moins de 2 ans de vie, nous avons déjà traité 18 affaires de traite des êtres humains, une dizaine d'affaires de trafic des migrants, et qui nous a permis d'interpeller au total 70 mises en cause, sur lesquelles il y a déjà 37 qui ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt. Et la brigade de sa création en nos jours a déjà secouru 273 personnes. Donc voyez-vous un peu des résultats. Mais cette menace de lutte, cette menace de traite des êtres humains et de trafic des migrants est commun à nos États. Parce que vous constaterez que les crimes qui se préparent peut-être au Mali, dans un pays A certainement exécuté dans un État qu'on appelle un État B, ou alors les auteurs vont se retracher dans un État qui est un État C. Donc présenté comme tel, il faut que nous acceptons de mettre en commun l'ensemble de nos actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour pouvoir traquer les délinquants. Allô, Dana, je crois qu'il y avait un dispositif de traduction. Non, pardon. J'entends le français, mais je préfère m'exprimer à l'anglais parce que je parle un peu mieux l'anglais. C'est très bien. Et évidemment, on va vous suivre lorsque vous nous répondrez en anglais. Que représente, là aussi, même question qu'à Sophie, la sécurité intérieure sans le travail à l'extérieur? Ce n'est pas possible. Well, as they already said before, it doesn't make any sense to keep or to try to reinforce your interior security without having an external dimension of this task. And because criminals, they don't have borders and they really don't have any problem to cooperate with any other criminal network established in another country. We should be able to cooperate without borders and constraints because all the projects, and a good example was mentioned by our colleague from Mali, is when we join efforts and when we share resources, we are very effective. And it's not only having a lot of funds and resources in place, it's also a good signal that after all these projects, you are able to develop structures, as the example mentioned by our colleague, that is working, because after this project, they realized that they should establish a special structure to fight against human trafficking. So in our concept, in the Ministry of Interior, external dimension of police cooperation is one of the top priorities. And that's the reason we, among other tools, but maybe we will mention afterwards,
we have developed a big network of liaison officers abroad. And it's because we give a lot of importance to this external dimension. And also, it is really important to identify main stakeholders in place so we can join efforts and we can just fight together against this criminality, and also find opportunities for cooperation is always really needed. Merci beaucoup. Merci. Sophia, c'est une des top priorités, on l'a bien compris, hein, pour le gouvernement espagnol, pour le ministère de l'Intérieur espagnol, pour le ministère de l'Intérieur français aussi, de travailler à l'international. Comment est-ce qu'on s'organise? Ça demande évidemment alors, une stratégie, ça demande des structures, ça demande des moyens, ça demande des process. En prenant l'exemple de la France, comment est-ce qu'on travaille à l'international lorsqu'on parle de sécurité intérieure? Alors, je remercie notre collègue chercheur qui a expliqué en fait l'historique de la DCIS. Donc, je l'en remercie. Je vais passer très rapidement puisqu'il a évoqué la création du STIP en 1961, de la DCI en 2010 et maintenant de la DCIS, donc le 1er août de cette année. Notre organisation et notre dispositif à l'international, il est extrêmement étendu puisque nous sommes présents sur les 5 continents. Nous avons 73 attachés de sécurité intérieure qui ont compétence sur 153 pays. Ça veut dire un énorme réseau qui représente dans chacun de ces pays le ministère de l'Intérieur. Les attachés de sécurité intérieure sont sous l'autorité de nos ambassadeurs de France et ils représentent l'entièreté du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la Direction générale de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile, la délégation à la sécurité routière, l'entièreté du ministère de l'Intérieur. Et l'idée, c'est que ces attachés de sécurité intérieure animent différents types de coopération. Alors, cela a été évoqué également, la coopération technique, la coopération institutionnelle et la coopération opérationnelle. Et c'est sur celle-ci que je m'arrêterai. La coopération opérationnelle, c'est la capacité pour nos services de prévenir les menaces ou de les résoudre lorsque les actes ont été commis. Et cela est possible grâce aux attachés de sécurité intérieure qui ont des officiers de liaison sous leurs ordres, des officiers de liaison thématiques spécialisés en matière de lutte contre les stupéfiants, de lutte contre l'immigration, de lutte contre la criminalité organisée, pour que nous soyons préventifs et réactifs. Et c'est de cette façon que la coopération internationale s'organise au sein de la DCIS et au nom du ministère de l'Intérieur. Joseph Doumbia, comment est-ce que... d'un point de vue d'un État partenaire, on travaille au quotidien avec, par exemple, la direction de la coopération française, mais ça peut être le cas avec, évidemment, d'autres pays. Comment est-ce qu'au quotidien, ça se concrétise et ça se passe? Et quelles sont les structures que vous avez aussi pour faire le lien avec l'ensemble de vos services? OK. Donc, la coopération entre les partenaires français et les structures de lutte contre la criminalité au Mali est très très franche. Très très franche parce que ce sont des gens qui nous appuient à travers un projet qu'on appelle le projet opérationnel commun de l'Union européenne. Donc à ce niveau, au niveau de la brigade de répression du trafic des migrants et de la traite des êtres humains, le chef de projet, c'est un Français, M. Eric Piquet. Il est assisté par un Espagnol, je crois, qui s'appelle Eusebio Philippe. Donc, lui, il est l'adjoint au POC Mali. Donc, ce sont des gens qui nous appuient en termes de conseils, en termes d'assistance, en termes de formation aussi. Et même en termes de financement, parce que ce sont des gens qui sont là pour, à chaque fois que les victimes de la traite des êtres humains sont arrêtés, ils nous appuient par rapport à leur prise en charge, par rapport à la prise en charge des personnes gardées à vie. Donc, je trouve que cette coopération-là, elle est gagnant-gagnant. Indépendamment de cela, une autre, puisque je gère six unités de lutte contre la criminalité, telles que l'Interpol, il y a aussi la coopération qui s'est faite au niveau de l'Interpol. Au niveau de l'Interpol. Et là, le partenaire français aussi nous appuie dans ce sens.
dans le cadre de la constitution de nos dossiers. Il nous aide, nous appuie et apprend les enquêteurs à monter de très bons dossiers et même des procédures qui doivent être transmises au passé pour améliorer aussi la qualité de ces procédures-là. C'est ce qui fait que pratiquement tous les dossiers qui sortent de la direction de la police judiciaire et qui sont transmis aux magistrats, ces dossiers contiennent tous les éléments d'enquête et les éléments d'enquête et fait ressortir la preuve de l'infraction qui fait que le délinquant qui est mis en cause a moins de chances pour s'en sortir dans l'affaire. Donc ça, ce sont des résultats que nous avons obtenus. Et cependant, il y a lieu de noter ici que le besoin de nos services, de nos unités d'enquête, aussi s'articule autour de la présence des officiers de liaison au niveau de l'Europe. Parce que souvent dans les enquêtes, telles que la criminalité transnationale organisée, les délinquants sont là, installés en Europe, pour faire prospérer les fonds, les biens illicites générés par leurs crimes. Donc il faut qu'il y ait des officiers de liaison qui vont nous permettre de détecter ces fonds-là, de nous aider à monter des procédures de confiscation des biens et même de saisie et de confiscation de ces biens. Donc, et aussi, ces mêmes officiers de liaison peuvent être les correspondants de nos unités à l'interne pour avoir des renseignements fiables et des informations criminelles qui vont nous permettre aussi d'identifier les délinquants à l'intérieur de nos États. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors, on le sait, hein, le Mali est confronté à de nombreux défis face au terrorisme, face à la guerre, face à la criminalité organisée. La coopération, pour qu'elle puisse s'illustrer, notamment en temps de crise, il faut aussi la construire en temps de paix. Et c'est aussi extrêmement important qu'en temps de paix, on puisse tisser ces liens avec l'ensemble des pays partenaires pour que le jour où les crises surviennent, on soit à même de gérer cela. Je voudrais votre avis sur ceci, sur le fait que c'est en temps de paix qu'on arrive à tisser et à consolider des liens entre les partenaires. Je crois, I think, sorry, let's change languages. I think it's really important just to make sure that our efforts establishing liaison officers in many countries specialize in our units, because specialization is also very important, because as you see, international cooperation is really a big issue for all governments, no matter which continent. So if we are doing these efforts, then we should be able to get to know each other better so that we can establish and build trust. And trust is really important to be able to get these results. So our liaison officers in place, they are really working very hard to build this trust and to get to know better structures in the countries we want to cooperate with, and also allowing them to know our structures better, so that we can establish and consolidate these links in this peacetime, or when the work is normally done in normal basis, and whenever a crisis or something is happening, then you already have the links and the trust, and you know each other, and you know who you should address to. Quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté justement dans ce travail de coopération? Parce que tout n'est pas rose au quotidien, tout n'est pas simple. Sometimes we need some time to get to know each other. And for this purpose, I think main thing is to be quite open and flexible, because wherever is working here in Paris, there in Madrid or in Mali, it doesn't mean that it's working in another place. So you have to keep an open mind and try to understand in which area we can cooperate
because maybe we are placed in two extreme positions, but there's always something in the middle we can cooperate with. So it's not white or black, it's a gray zone, just to make an example, in which is feasible and we can cooperate. And all these obstacles, if you are really good identifying and anticipating, then there won't be any obstacles anymore. For that reason, you need time to settle down the cooperation relation. And also, I think something which is really valuable, and in the case of Spain is working very well, is establishing treaties and agreements between countries or even between several stakeholders, so that you can settle down in which areas you want to cooperate and which are the actions you are aiming to. Then you will for sure get results. Thank you. Thank you. Sophie, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises. Oui, c'est aussi faire des pas vers des cultures différentes et puis aussi s'approprier les cultures, aussi les modes de raisonnement, les modes de pensée. Donc c'est aussi très intéressant sur le plan humain aussi. Tout à fait. Pour continuer sur ce que ma collègue dit, la souveraineté, et c'est un mot qu'on n'a peut-être pas prononcé au début, la souveraineté est essentielle en fait. Et il appartient à chacun des États, c'est l'État qui décide de la façon dont il va assurer la sécurité, dont il va la mettre en œuvre. Et c'est pour ça que ces coopérations ne peuvent exister que lorsqu'elles s'appuient sur des traités intergouvernementaux, des traités, des accords internationaux. Et dans ce cas-là, il y a une acceptation légale, une acceptation politique. Et là, peuvent ensuite se nouer ces liens qui permettent d'avancer. Mais sans respect de souveraineté, ça ne peut pas fonctionner. Donc dans un cadre européen, là, on passe à un autre stade. Et nous avons, et notre collègue l'a exprimé au Mali, un projet européen. Espagne et France sommes partenaires de nos amis avec des financements européens. Mais tout ça ne peut fonctionner qu'avec une acceptation légale, politique. Et à aucun moment, nous ne sommes qu'invités dans un pays. À aucun moment, nous n'avons de pouvoir de décision. Nous sommes invités. Et lorsque nous ne le sommes plus, cela peut se passer. Nous allons vers d'autres horizons. Et lorsque vous avez évoqué le temps de paix, comment nouer des relations en temps de paix, c'est évidemment, et là on peut peut-être penser à ce qui s'est passé très récemment en Afghanistan, tous les liens que nous avions noués avec l'Afghanistan et ceux que nous avons continué à entretenir lorsque les décisions d'évacuation ont été prises, et le ministère de l'Intérieur français, comme les autres ministères et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est bien sûr leader en la matière, avons participé avec nos partenaires avec lesquels nous avions noué des liens à faire en sorte que les opérations d'évacuation se passent le mieux possible. Et là, on reparle de la sécurité des ressortissants. Nos ressortissants français, espagnols ou maliens ont dû être accompagnés pour pouvoir regagner les territoires nationaux. Mais nous continuons, et il faudra, notre président de la République l'a dit il y a quelques mois, nous devons parler avec tout le monde. Nous devons nouer des relations différentes avec chacun, mais nous parlons avec tout le monde, et ça c'est essentiel en temps de paix pour préparer parfois des jours moins heureux. En tout cas, ça demande un investissement humain, ça demande des structures. C'est un travail évidemment aussi de longue haleine qui doit s'adapter aux réalités géopolitiques et faire face aux tensions dans le monde qui peuvent avoir des répercussions dans chacun des pays partenaires et les nôtres, évidemment. Tout à fait. Et ce qui est essentiel, c'est le concept de coordination. Sur le territoire, au sein de chacun des services, au sein de chacun des ministères, au sein de chaque État, au sein de l'Union européenne et à un niveau encore supérieur international, il nous faut de la coordination parce qu'il faut en fait répondre à deux questions, c'est qui fait quoi et comment mieux le faire. Parce qu'au sein de structures, et moi j'en dirige une, la DCIS, qui justement s'est réformée parce qu'elle séparait trop la coopération bilatérale de la coopération multilatérale. Et parfois, certains ignoraient ce que faisaient ses collègues dans le bureau d'à côté. Et au sein d'un même ministère, parfois, il y a un manque de coordination. Donc cela se répercute aussi au niveau européen et international. Donc c'est un maître mot de notre coopération, c'est la coordination
pour mieux travailler et ne pas savoir qui fait quoi, quels sont les partenaires, identifier les partenaires et travailler mieux de concert. Quand on est extrêmement sollicité aussi, parce qu'on est dans des zones qui sont géopolitiquement fragiles, comment justement est-ce qu'on travaille et on organise ce travail avec l'ensemble des pays partenaires, Joseph? Bon, et comme ça a été évoqué tantôt, et le besoin de coordination, ça s'impose. Cette coordination-là est indispensable. Cependant, comme Madame vient de dire, l'équilibre doit être trouvé entre les exigences mondiales et les impératifs professionnels. Parce que les forces de sécurité dans un État, Madame vient de le dire, il y a en matière de sécurité, ce qui est fondamental, c'est un peu la souveraineté. Et les forces de sécurité appartiennent à un corps hiérarchisé. Ces corps-là sont soumis à l'autorité de la chaîne de commandement, de la chaîne de commandement administratif et même de l'autorité du procureur de la République dans l'État. Donc il faut beaucoup faire attention pour que les questions de sécurité, d'une manière générale, il faut que ça cadre un peu avec les exigences de chaque pays, quoi. De chaque pays, parce que souvent, on a la volonté de bien faire, mais les politiques sont là. Les politiques sont là. Il y a les règlements administratifs aussi auxquels nous sommes astreints, qui sont des goulots d'étranglement par rapport au bon fonctionnement des principes de coopération. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin dans ces politiques de coopération? Et comment est-ce que vous imaginez la coopération dans les années à venir? Et pour aller plus loin, la solution a été trouvée par Madame, parce que lorsqu'elle dit que la coopération doit obéir à des conventions, à des accords préétablis et à des privilèges de droit de poursuite, souvent dans des États. Et là, il faut que ces questions soient débattues et clarifiées, et bien ficelées, et puis essayer d'harmoniser le fonctionnement de nos institutions. En ce moment, la coopération pourra se passer utilement et sans beaucoup de problèmes, sans handicap. Almudena, comment est-ce que vous voyez votre job dans 5, 10 ans? Ça fera toujours évidemment partie des top priorités. Mais comment est-ce que vous imaginez les contours de cette coopération? Quelle forme la coopération pourrait-elle prendre? Quelle forme au pluriel? What do you mean? What would I like to have, or what it is likely to happen? Yeah. Well, I think we have done a good job trying to raise the importance of police cooperation up to the political level. I think it's not only a question of police cooperation, it's also a high-level issue in the agenda. Or I think in almost all governments in the world, not only in European Union. So now we have to convince that for this purpose we need resources and also funding. That's the reason, for example, in European Union we are again reinventing the funding options, and also not only having funds is crucial, but also is very important to manage these funds and be really trying to get the best value for money and economy of scale. So we need funds, we need resources, we need good protocols to make use of them. And I think in the future, based in the lesson learned already, we will be able to be more effective. And I think we have many good examples in Africa, for example, and France and Spain have been working not only with Mali, but also other countries. And we have found very successful ideas that we could put in place in the future. But I guess in the future, we will be able to work better. We will
be only using Interpol, Europol, and other tools. I think we even will be able to create new ones, maybe. I don't know. But wherever is working well now, let's keep it, and even if possible, improve it. And of course, we will be efficient and we will get results. That's the main thing we aim to. Au-delà des aspects techniques du métier de la coopération, qu'est-ce que vous retenez de ces années justement de coopération au plan humain? Parce que c'est là aussi qu'il faut recentrer un petit peu les choses sur le plan humain. Qu'est-ce que ça vous a apporté professionnellement et au plan humain surtout, le travail de la coopération sur cette open mind? Well, I think what it is really something I learned and I want to keep for the future is this tool I mentioned before. Just keep an open mind, flexible mind. There's always a solution for everything. You only have to sit, talk, and find it. And of course, wherever is most rich for a person working in international cooperation is to see that the project is coming to a reality and, of course, that it is returning results. And I think in the presentation it was also mentioned the return of these international projects. So you see results, you see things working, and then it's motivating the teams and the people and the countries involved to keep on working together. So it's very important that you see really results. So it makes worth all the efforts and time you devote to international cooperation, which is very active, I guess, for Sophie as well and for our colleagues in Mali. Sophie, sentiment partagé? Sentiment au pluriel? Tout à fait. Moi, je conclurai mon propos en disant que la coopération internationale, ça nous apprend l'humilité aussi. Parce que les pays développés n'ont pas que des leçons à donner. Je pense qu'il faut d'abord balayer devant notre porte parce que nous avons à apprendre à échanger avec les autres. Et puis le ministre de l'Intérieur, ce matin, lors de ses propos, souhaitait que les policiers aient des voitures qui aillent aussi vite que celles des voleurs. Moi, je souhaite que les policiers aient des voitures qui aillent plus vite que celles des voleurs, que nous ayons une capacité en matière d'innovation à travailler ensemble, à mettre nos compétences ensemble pour développer des process qui permettront aux services de sécurité intérieure de prévenir et de travailler plus vite que ceux qui nous menacent. Donc je pense qu'il faut l'humilité, mais également l'ambition d'être encore plus performant et de partager ses compétences et ses connaissances avec tous. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez poser des questions. S'il n'y a pas de questions à l'issue de cette première table ronde, je vais simplement vous remercier tous les trois d'être venus y participer, Sophie, Almudena et puis Joseph. Bon séjour à Paris, même s'il est seulement de quelques heures, et profitez bien de cette édition Milipol. On est content de pouvoir vous accueillir ici à Paris. On est content de retrouver un peu un semblant de vie normale, même s'il y a encore des contraintes. Merci beaucoup pour vos témoignages et puis bon courage pour la suite. Je crois qu'on peut vous remercier et vous applaudir tous les trois.